Donc maintenant avec une approche historique des notions d'égalité et d'équité. Donc Monsieur Folscheid nous a permis de bien appréhender ce qu'elles sont, hein, et pour maintenant nourrir notre réflexion, poursuivre notre sortie de la caverne. Je pense qu'il faudrait que maintenant nous voyions comment égalité et équité peuvent s'inscrire dans la réalité concrète d'une société humaine, hein, dans son fonctionnement, dans son organisation politique, sociale, dans son organisation économique. Donc c'est pour ça que effectivement je vous propose maintenant le concours d'un historien, avec Monsieur Frédéric Daguet, qui va nous montrer comment égalité et équité peuvent s'articuler à une période de l'histoire donnée. En l'occurrence, ce sera le XVIIIe siècle. Donc vous allez nous apporter ainsi un éclairage précieux sur notre propre époque, en creux, hein. Et je sais aussi que vous allez nous interpeller sur une grande absente du débat, hein. Donc je vous laisserai le soin de la définir et de la nommer. Donc Monsieur Daguet, en quelques mots, vous êtes né en 1955 à Saint-Raphaël. Vous avez fait vos études à Aix-en-Provence et à Paris. Vous êtes un historien spécialiste du XVIIIe siècle. Donc vous avez notamment fait votre doctorat sur les officiers de marine provençaux, des officiers de marine provençaux au XVIIIe siècle. Donc vous êtes aussi éditeur, hein, directeur de collection chez Taillandier. Je souhaitais aussi insister là-dessus. Saint-Exupéry a occupé une place et occupe toujours une place très importante dans votre vie. Donc vous avez été le gérant de la société civile pour l'œuvre et la mémoire d'Antoine de Saint-Exupéry. Vous avez été aussi le président de l'association Espace Saint-Exupéry, donc qui a organisé différentes manifestations, événements concernant cet auteur. Donc à ce propos, dans mes recherches, je suis tombé sur une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, donc je la porte à la connaissance de tout le monde pour un petit peu la laisser à votre réflexion. Donc lui, Saint-Exupéry, sur nos sujets qui nous occupent, dit que la démagogie s'introduit quand, faute de commune mesure, le principe d'égalité s'abâtardit en principe d'identité. Donc il a dit ça dans... Donc... Non, donc à la Galahad, je l'ai pas par contre, c'est dans Pilote de guerre. C'est dans Pilote de guerre. Donc juste pour répéter, ouais, il dit la démagogie s'introduit qu'en faute de commune mesure, le principe d'égalité s'abâtardit en principe d'identité. Oui, parce que... Et donc sur ce, je vais vous laisser la parole, monsieur Daguet, et je pense pour rebondir sur justement cette citation, puisqu'on en a parlé juste avant de commencer ce deuxième temps de l'atelier. Merci. Oui, Saint-Exupéry pensait beaucoup... bon, c'est l'esprit de terre des hommes, et c'est l'esprit d'équipe, et c'est l'esprit de construire la cathédrale ensemble, de construire la cathédrale ensemble qui doit porter à chacun, qui donne à chacun la possibilité de construire sa citadelle intérieure. Enfin, c'est très difficile de résumer toute la pensée de Saint-Exupéry en 3 mots, mais est-ce que justement le cas personnel, l'identité de chacun ne doit pas s'effacer devant l'intérêt général? C'est une question qu'il se pose dans tous ses livres. Alors au XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime, parler d'égalité, c'est parler d'égalité physique, c'est parler d'égalité de mesure, de l'égalité de la naissance est un mot qui est absolument pas du tout connu, puisque nous sommes dans une société tout à fait inégalitaire sous l'Ancien Régime. Vous savez que c'est une société d'ordre. Nous sommes encore dans la fin de la société féodale. Alors, ça sont des notions, évidemment, qui sont un petit peu difficiles à expliquer, parce que quand on juge le passé à l'aune d'aujourd'hui, on découpe ça par période. Et on découpe l'Empire romain, le Moyen-Âge, le monde féodal, etc. Et il est évident que tous ces mondes-là se sont interpénétrés, et on n'est pas passé du jour au lendemain. Les habitants de Rome ou de la France au 5e siècle, au 6e siècle, n'avaient pas la conscience d'entrer dans le Moyen-Âge et de passer d'une société dans une autre. Est-ce que nous avons nous-mêmes, et c'est peut-être un des buts de ce moment de réflexion, est-ce que nous avons nous-mêmes la conscience de passer dans un autre monde? Est-ce qu'on le saura peut-être dans quelques siècles? Alors, donc la société gallo-romaine, qui était aussi une société inégalitaire, on était passé dans la société féodale, et de cette société, de ce monde féodal, on avait retenu une société d'ordre, avec 3 ordres que vous connaissez: le clergé, la noblesse et le tiers-état. Oratores, milites, laboratores. Donc ces 3 ordres, le premier ordre,
l'ordre du clergé est composé de ce qu'on appelle le haut clergé et le bas clergé. Je vais enfoncer un peu quelques portes ouvertes que vous connaissez tous, mais quelques notions que vous connaissez tous sur ce clergé qui est composé d'environ, donc vous avez 130 archevêques et évêques en France, 400 abbayes et un très grand nombre de religieux et de prêtres. On estime à 400 000 membres du clergé sous l'Ancien Régime. Le second ordre, c'est la noblesse. La noblesse est composée d'environ 20 000 familles. C'est très difficile de dire le nombre exact de membres. C'est entre 200 000 et 300 000. Selon les auteurs, 500 000 vont dire certains. Ce sont des estimations qu'il est très difficile de préciser aujourd'hui. Et ensuite, ce qu'on appelle le tiers-État, tout le reste des 20 millions de Français qui vivent en France à la fin de l'Ancien Régime. Cette société d'ordre est totalement inégalitaire. Personne n'est égal. Il n'y a qu'une notion d'égalité, c'est celle de sujet du roi. Tout le monde est sujet du roi et c'est cette notion de sujet justement que les philosophes vont s'appliquer à détruire pour être remplacés par la notion de citoyen par la Révolution. La notion de citoyen, avant la Révolution, c'était qu'on était natif d'une cité, d'un endroit, et non pas d'une citoyenneté française. En plus de cela, ce qui rend les choses tout à fait inégales sous l'Ancien Régime, c'est que la France est un agrégat de provinces très différentes, de droits très différents, le droit coutumier au nord, le droit romain au sud, et même à l'intérieur de ces provinces, il y a de grandes inégalités, et notamment dans l'ordre de la noblesse. On dit souvent donc que la noblesse ne paye pas d'impôts, ce qui n'est pas vrai. La noblesse paye des impôts. Et un des premiers, elle paye la capitation, qui est un impôt qui est payé sur les familles et sur le nombre de domestiques. Et la noblesse est très, très taxée à ce niveau-là. Elle paye le 20e, et dans le nord, elle ne paye pas la taille. Parce qu'il y a une grande différence, si vous voulez, entre ce qu'on appelle les pays de taille réelle et les pays de taille personnelle. La taille réelle, la taille réelle est dans les pays du Sud, c'est-à-dire que les pays du Sud sont divisés dans les seigneuries entre les biens nobles et les biens non nobles, et sur les biens roturiers, la noblesse paye la taille. Elle ne la paye pas dans le Nord. C'était une concession faite au Moyen-Âge, au fait que ceux qui défendent la patrie, évidemment, ne doivent pas payer d'impôts. Toutes ces notions là se bousculent au XVIIIe siècle sous l'influence des philosophes, et ça devient, si vous voulez, à partir des années de 1750, la notion d'égalité entre les hommes commence à rentrer. Elle n'est pas dans le dictionnaire de Trévoux, dans le dictionnaire des Jésuites de 1743 par exemple, mais elle commence, l'égalité de la naissance et l'égalité des hommes, est dans le dictionnaire de l'encyclopédie de Diderot. Donc l'égalité, société d'inégalité, fondamentalement, constitutionnellement, juridiquement, mais à l'intérieur même de ces trois ordres, l'inégalité règne. Donc, une opposition entre le haut clergé très riche et le bas clergé. Pour donner des exemples, l'archevêque de Strasbourg a 300 000 livres de rente. Tous les évêques et les archevêques ont plusieurs dizaines de milliers de livres de rente. Les abbayes peuvent représenter jusqu'à 100 000 livres aussi de revenus annuels. Et le bas clergé, le pauvre vicaire de paroisse, vit avec 400 livres, 500 livres par an. Donc, il y a une grande opposition, une grande inégalité. Cette inégalité se retrouve dans la noblesse. Vous avez la haute noblesse, la noblesse très riche, pas seulement une noblesse de fortune, si vous voulez, de ceux qui sont très riches et ceux qui sont très pauvres, mais vous avez la noblesse de cour, la noblesse de province. Et la noblesse de cour tient le haut du pavé et confisque
confisque pour elle la plupart des emplois et des charges, ce qui crée une énorme différence, une grande ségrégation au sein même de cette noblesse. Et enfin, dans le tiers-état, bien entendu, la haute bourgeoisie est très différente du peuple dans un état de fortune et dans sa façon de vivre. Donc, inégalité juridique constitutionnelle, inégalité à l'intérieur des trois ordres, ce qui fait que, dans la réalité, certains se rejoignent de façon inter-ordre. La haute noblesse et la haute bourgeoisie parisienne, le milieu de la haute finance, le milieu de ce qu'on appelle, oui, c'est ça, la finance, les traitants, comme on dit à l'époque, se rejoignent par un niveau de fortune et un mode de vie qui est tout à fait identique. Le bas clergé et le peuple aussi se trouvent un petit peu isolés. La petite noblesse ou la moyenne noblesse de province et le haut clergé. Et ce sont eux qui feront un petit peu les frais de la Révolution parce qu'ils ne vont pas pouvoir trouver d'alliés communs et ils s'en sortiront un petit peu moins bien que les autres par la Révolution. Cette société d'inégalité donc est tout à fait tempérée par une notion d'équité, et cette notion d'équité va corriger elle-même très naturellement ces inégalités. Et en fait, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup moins inégalitaire qu'on ne pense. Parce qu'il y a un système, d'abord il y a des contre-pouvoirs. Il y a deux contre-pouvoirs importants au XVIIIe siècle. Ce sont les parlements. On a souvent appelé le Parlement même le quatrième ordre. Les parlements, vous savez, ce sont des cours souveraines de justice dont les magistrats sont propriétaires de leurs charges, sont donc indépendants, et ces parlements vont exercer, comme ils doivent enregistrer tous les édits du roi, ils vont exercer un pouvoir politique et un contre-pouvoir face à la monarchie absolue. Enfin, c'est le cinquième contre-pouvoir est celui des intellectuels qui va naître au début du XVIIIe siècle et qui va véritablement exercer une pression qui va modifier la société. C'est l'esprit du siècle des Lumières, c'est-à-dire que tout se met en marche à partir des années 1720-1730 pour arriver à la Révolution et pour pouvoir exprimer justement les droits naturels, la citoyenneté et tout ce qui est issu de la Révolution française et le monde d'aujourd'hui. Cette inégalité est corrigée aussi par le fait que, contrairement à ce qu'on peut penser, on passe très facilement, ce qu'on appelle aujourd'hui les ascenseurs sociaux fonctionnent très bien sous l'Ancien Régime. On passe très facilement d'un état à un autre. D'abord, pour entrer dans le clergé, on ne naît pas prêtre. Il faut pouvoir y entrer. Donc ceux qui choisissent cet état-là, d'entrer dans le premier ordre, s'assurent une position. C'est un mode d'ambition qui correspond par exemple à celui de l'abbé Sieyès. L'abbé Sieyès est entré dans les ordres pour pouvoir avoir une position, avoir un état. Il faut revenir sur la définition de certains mots. Tous les mots d'aujourd'hui ne seraient pas compris au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on a un état, on a une condition, on est des sujets. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut avoir un état et une condition. Donc avoir un état d'abbé, même le petit collet, permet d'entrer, permet de passer dans le premier ordre, et donc d'avoir un revenu, d'avoir un canonicat. Et l'abbé Sieyès, comme tant d'autres, et tous ces abbés, l'abbé Duclos qu'on appelait abbé mais qui n'avait d'abbé que le nom, c'était simplement un moyen, si vous voulez, de passer de leur tiers-état, du tiers-état au premier ordre. Alors, ce qui est assez amusant de voir, c'est que la plupart des révolutionnaires, et là je vais un peu lancer une idée un peu provocatrice, la révolution a été lancée par beaucoup d'aigris. Tous les gens, les plus grands meneurs de la révolution, ont été ceux qui ont été le plus aigris et le plus amers dans l'Ancien Régime. C'est ceux qui n'ont pas réussi, si vous voulez, qui ont poussé jusqu'au bout les idées révolutionnaires. Il y a 3 livres qu'il faut lire, absolument. C'est Marmé, les origines intellectuelles de la Révolution française, tous les livres de Darnton et le livre des 3 volumes d'Elisabeth Badinter sur le pouvoir des intellectuels au XVIIIe siècle.
C'est très important de comprendre que ces philosophes ont tout d'un coup, ces écrivains, ces savants, philosophe étant une notion qui recouvre à la fois des savants, des écrivains, des juristes, comme Montesquieu, Voltaire et tous les autres, et Diderot. Toute cette première génération va s'emparer des places et va monopoliser, si vous voulez, ce contre-pouvoir contre la monarchie, va lancer toutes ces idées tout en les modérant et tout en exerçant à la fois une pression pour transformer la société, et elle le réussit, puisqu'elle réussit à transformer l'état d'esprit de la haute société parisienne et de la haute noblesse, qui est tout à fait acquise à ces idées nouvelles, qui sont absolument modérées. Donc il y a quelque chose qui se met en place, et que tout est possible à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai étudié le XVIIIe siècle, c'est pour ça pour moi le XVIIIe siècle était un siècle clé et fondamental, justement parce que c'est le siècle des Lumières, ces Lumières qui arrivent, et parallèlement aux Lumières qui sont en train d'éclairer, à partir de la France, mais aussi un peu de l'Angleterre, bien sûr, le monde, ce sont les grandes découvertes. C'est assez intéressant de voir le parallèle, de faire un parallèle entre ces deux mondes-là, parce que tout est encore possible. Au XVIIIe siècle, on peut encore croire au progrès et au bonheur. Au XIXe siècle, c'est impossible. On ne peut plus y croire. La société industrielle est née, le monde capitaliste est né, et c'est fini. Au XVIIIe, on peut encore croire, et même avec Rousseau, et même avec tous ces... et c'est un parallèle important pour les philosophes, que la découverte des nouveaux mondes, que la découverte des bons sauvages, la découverte de tous ces natifs des îles du Pacifique et de leur société égalitaire, justement, ou soi-disant égalitaire. Je dis soi-disant égalitaire parce que je voudrais revenir un petit peu sur le concept de noblesse, parce que c'est quelque chose que j'étudie beaucoup, et j'étudie beaucoup le passage, si vous voulez, d'un ordre à un autre. J'étudie beaucoup l'accession des personnes dans l'ordre de la noblesse. Contrairement aux idées reçues, la noblesse est une classe totalement ouverte. Ce n'est pas du tout une classe fermée. Il n'y a pas eu, à partir d'une certaine date, un certain nombre de familles nobles. Alors c'est un long débat au XVIIIe siècle encore. Au XVIIIe siècle, on parle énormément de noblesse. Il y a des traités. Et évidemment, il y a des idées absolument farfelues. L'idée farfelue mais qui suscite beaucoup de débats, c'est l'origine de la France. L'origine de la France, le monde gaulois, le monde celte et le monde germanique, puisque les Francs étaient des Germains et qui ont envahi la Gaule. L'idée, c'est que, et l'idée d'une certaine partie de la noblesse, mais de certains penseurs aussi, c'est que les Germains sont arrivés avec cette idée de noblesse germanique, de chefs de tribus, etc., qui sont arrivés au 5e siècle en France, et que toute la noblesse est issue de familles germaines, de chefs de tribus, guerriers, virils, puissants, qui ont imposé à ces pauvres Gaulois, qui le méritaient bien, une structure un petit peu organisée, avec une structure hiérarchique dont la noblesse était le sommet. C'est entièrement faux, c'est une invention totale, bien entendu. La noblesse est un concept qui a existé partout, même chez ces bons sauvages qu'on découvrait dans les îles, même si vous lisez Lévi-Strauss au Brésil, dans la moindre petite tribu d'Amazonie, vous avez des familles nobles et qui ne peuvent se marier qu'entre eux. C'est assez extraordinaire. Ce concept de noblesse existe depuis que l'homme existe. Ça se oi aristoi, les meilleurs, les plus riches, les plus puissants, les plus forts, qui ont constitué une classe de guerriers, une classe de dirigeants qui a toujours voulu diriger la tribu, la ville, l'État. Après, c'est l'organisation elle-même de la noblesse qui diffère. La noblesse romaine est une noblesse de classe et de caste, avec la noblesse sénatoriale, qui est la première et la plus puissante, et après une noblesse de fonctionnement et de service. Cette idée d'une noblesse féodale, germanique, de tribus guerrières, n'est pas arrivée comme ça. On veut croire qu'il y a eu une coupure. Enfin, il y a deux écoles historiques, et moi je suis tenant de l'école du professeur Werner, qui dit qu'il y a eu une transition, si vous voulez, entre la noblesse gallo-romaine et la noblesse féodale, que tout s'est fait petit à petit pour arriver à la noblesse que nous avons au XVIIIe siècle. Et pour vous dire, par exemple, cette noblesse, les familles les plus anciennes, comme les Montmorency ou
ou d'autres, prenons l'exemple des Montmorency, qui était le père du premier Montmorency, personne ne le sait. Il n'y a pas de noblesse de temps immémorial, comme on voulait le dire. Il n'y a pas le père du premier Montmorency était peut-être boucher rue Saint-Denis à Paris. Donc, c'est très important parce que tout cet ordre de la noblesse, il y a une égalité comment dire, le plus petit gentilhomme plus récemment anobli, jusqu'au duc et père, normalement, ils sont tous égaux entre eux. L'inégalité, elle est sociologique. Elle n'est pas juridique, si vous voulez. Mais donc, cet ascenseur social fait que les rois de France ont toujours anobli des personnes et leurs proches entourages au Moyen-Âge, puis les plus méritants, et que par l'acquisition et la vente de charges, les plus riches, les plus intelligents, ceux qu'ils voulaient, ceux qui avaient un désir d'ascension sociale, sont entrés en permanence dans la noblesse. Donc des familles s'éteignent, d'autres arrivent, reprennent les fiefs, ils épousent les filles des anciens nobles. Donc c'est un renouvellement perpétuel. C'est très important, et ça se fait comme ça jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, ce qui va se passer, j'oublie de dire que donc aussi dans les politiques d'anoblissement royaux, c'est là où l'équité joue, on anoblit évidemment les meilleurs, et que sous Louis XIV, on anoblit beaucoup les soldats les plus méritants des soldats ou de l'entourage royal. Sous Louis XV, on anoblit beaucoup moins, la politique d'anoblissement est beaucoup freinée. Et sous Louis XVI, il y a une nouvelle politique d'anoblissement. On va anoblir véritablement des gens nouveaux, des savants, des armateurs, des négociants, et on anoblit même un négociant juif de Bordeaux, ce qui est une chose absolument rarissime. Donc, c'est ceux qui sont utiles à la France, si vous voulez, l'idée d'utilité du pays, et donc c'est là où on peut dire que l'équité intervient par rapport à cette inégalité. Je dois vous dire que dans les fonctions, dans les fonctions que peuvent exercer le corps de la noblesse, il y a celle d'avocat, de professeur et celle de médecin. Et que la plupart de tous les grands médecins du XVIIe et XVIIIe siècle ont été anoblis. Et des professeurs d'université aussi sont tous passés, et ils sont anoblis non pas par l'aide patente, mais par ce qu'on appelle l'ordre de Saint-Michel, qui donne la noblesse à tous ces médecins. Donc la noblesse est une classe ouverte, chacun peut y entrer, et chacun peut donc exercer son ambition en entrant dans la noblesse. Ce qui va se passer, si vous voulez, à la fin du XVIIIe siècle, c'est qu'on va arriver à un certain nombre de blocages de la société. Malgré cette nouvelle politique de Louis XVI, malgré l'évolution des idées, on va arriver à une politique de blocage qui va consister... Bon, elle ne s'est pas mise en place, là aussi. On parle souvent de la réaction nobiliaire des années 1780. Non, cette politique de blocage s'est faite à partir de Versailles. À partir du moment où Louis XIV, en 1680, installe la cour officiellement et toute l'année à Versailles, c'est une date clé dans le blocage de la société française. Jusque-là, le moindre petit gentilhomme pouvait venir passer 1 an, 6 mois, 8 jours à la cour, venir voir le roi, partager. Il était absolument égal, ils étaient tous égaux, ils pouvaient tous participer. Il y a une grande égalité aussi, il faut en parler, vous le savez probablement, mais je voudrais le répéter, devant le roi. Cette égalité de sujet du roi fait que tout le monde peut assister au souper royal, il n'y a aucune différence, personne n'a de privilège pour ça, comme tout le monde assiste à l'accouchement de la reine. Vous connaissez l'anecdote de l'accouchement de Marie-Antoinette, qui a eu tellement chaud, il y avait tellement de monde dans sa chambre, qu'elle a demandé qu'on ouvre les fenêtres, et tout le monde a pu voir la naissance du roi. Et là, il y a quelque chose, si vous voulez, d'enthousiasmant dans cet ancien régime, et qui, moi, me perturbe aujourd'hui, quand en 1981, en France, on n'a plus eu le droit, à Paris, de traverser rue du Faubourg Saint-Honoré pour passer devant l'Élysée. Et moi, je trouve que là, c'est très grave. Parce que véritablement, qu'on ne puisse plus passer, on n'a plus même le droit de longer l'Élysée aujourd'hui. Je trouve ça très grave, parce que véritablement, c'est le chef de l'État qui est l'élu du peuple. On devrait pouvoir rentrer même dans la cour, on devrait pouvoir, c'est la maison. Pour moi, c'est ça une des règles clés de la démocratie, c'est que justement, c'est notre élu. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Donc, un certain nombre de blocages vont se faire, c'est-à-dire qu'on va commencer pour la noblesse de cour à exiger ce qu'on appelle les preuves
d'épreuve de 1400. Il faut que les familles remontent à l'an 1400 pour pouvoir rentrer à la cour, exercer des fonctions. Et là, c'est un premier blocage important. Ensuite, il y a une réaction. Tous les corps armés sont normalement réservés à la noblesse. La marine surtout et le corps des galères et le corps des vaisseaux sont réservés uniquement à la noblesse, mais malgré tout, il y a toujours une exception. C'est ça qui est merveilleux sous l'Ancien Régime. Vous avez une règle, il y a toujours une exception des règles. Il y a un pouvoir et le contre-pouvoir. Il y a ce qu'on appelle les enfants du corps, les enfants des marins du port, les enfants des commerçants, de tous les gens du port de Toulon, du port de Brest, pouvaient rentrer dans la marine et ont constitué des familles de marins. Pendant la guerre d'indépendance américaine, on avait besoin de recruter nouvellement de nouveaux officiers, d'armer de nouveaux bateaux. Eh bien, ce sont tous les capitaines au commerce qui sont rentrés dans la marine royale et qui ont constitué véritablement un renouvellement très important de la flotte. Et en même temps, des édits royaux veulent protéger l'accès aux écoles royales militaires uniquement aux enfants de la noblesse. Et plus grave, ce n'est pas seulement aux enfants de la noblesse, c'est aussi aux enfants de la noblesse de 3 à 4 degrés de noblesse. C'est-à-dire qu'il faut avoir la noblesse depuis 3 ou 4 générations. C'est la noblesse de cour qui méprise ces nouveaux anoblis, qui veut rejeter les enfants des nouveaux anoblis et ne conserver qu'un esprit de noblesse ancienne. Ce qui est totalement opposé à cet esprit de noblesse ouverte dont je vous parle. Ça, c'est un des grands blocages d'avant la Révolution. Si on revient à la bourgeoisie, si on revient au haut du tiers-état, à cette haute bourgeoisie qui vit comme la noblesse, qui a les moyens de la noblesse, qui n'en est pas, dans le fond, ça leur est un peu égal. Mais ce qui ne leur est pas égal, c'est que s'ils veulent que leurs fils deviennent officiers, ils ne peuvent pas. Et ça, c'est très embêtant. Et ça, c'est une des principales causes, pour moi, de la Révolution française, si vous voulez. Une des principales aussi conséquences de la Révolution française, cette bourgeoisie qui avait tous les pouvoirs économiques, de puissance, qui a fait tout le XVIIIe siècle français. Parce qu'il faut voir que le XVIIIe siècle français, dans la beauté de Paris, de l'architecture, des arts, a été créé par la bourgeoisie ou par cette nouvelle famille nouvellement anoblie, mais c'est un même milieu. Donc tout cela, ils l'ont. Ce qu'ils n'ont pas, c'est l'égalité politique et le fait un certain nombre de privilèges qui sont réservés à la noblesse, comme de pouvoir entrer dans certains corps armés. Et ça, pour eux, c'est intolérable. Et donc, la Révolution va éclater justement à partir du moment où tous ces blocages sociaux sont trop importants et empêchent justement ces ascenseurs sociaux de fonctionner. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas, pour nous poser la question, est-ce que nous ne nous trouvons pas dans une période où les ascenseurs sociaux ne fonctionnent pas, fonctionnent moins bien ? Moi je le pense, mais je crois qu'il faut se poser la question. Et devant la notion d'égalité, dont on a déjà parlé ce matin, on a parlé aussi de liberté, c'est sur notre devise, liberté, égalité. Moi je voudrais insister sur une troisième notion qui me paraît très importante et qui devrait être appliquée dans ce discours égalité contre équité, c'est celui de fraternité. Je crois, pour moi, c'est le mot le plus important de notre devise, mais c'est aussi celui qui est le plus oublié aujourd'hui. Et c'est que si on adoptait cette notion de fraternité dans nos discours et un petit peu mêlé de cette fraternité qui devrait se mêler à la notion d'accommodement raisonnable de nos amis québécois, je crois qu'on arriverait véritablement à une société plus égale et plus équitable. Merci.